L'homme arrache le panneau publicitaire. C'était vraiment moins une. Mais dès qu'il tourne la tête, la belle femme finit de préparer son café. Juste au moment où elle se retourne, l'homme lance l'arc et les flèches à son compagnon. Cependant, après avoir tiré la flèche, les trois personnes, séparées par des dizaines de kilomètres, meurent tragiquement de manière inattendue et exactement de la même façon, ce qui est véritablement bizarre. L'agente immobilière chargée de cet immeuble, en raison de la mort subite et inexplicable de son bras droit, ne peut que transférer la gestion du bâtiment à une équipe de nettoyage professionnelle spécialisée dans les maisons hantées. Again. Why me? Gabriel's death wasn't the first on the premises. It's your kind of place. Elle remet également la liste de présence de tous les clients ayant récemment visité la maison au père Phil, un membre de l'équipe. Cependant, cette liste ne contient que les signatures griffonnées des clients. Leurs informations d'identité complète sont toutes stockées dans la boîte email de l'agent immobilier décédé, mais tout le monde ignore totalement le mot de passe de cette messagerie. Afin d'enquêter sur les dangers cachés de la maison, Auguste, membre de l'équipe, se rend seul dans cette demeure macabre pleine de mystères. Il prévoit de fixer un équipement professionnel de détection d'énergie sur les piliers de la maison, pour ainsi surveiller 24 heures sur 24 les fluctuations de l'énergie paranormale à l'intérieur. En plein processus d'installation de l'équipement, la porte s'ouvre soudainement toute seule. Juste au moment où Auguste met ses instruments de détection et s'apprête à entrer pour vérifier, la porte s'ouvre encore plus grand, prenant l'allure d'une invitation évidente à pénétrer à l'intérieur. Auguste résiste à sa curiosité et fait immédiatement demi-tour pour évacuer les lieux. Par la suite, toute l'équipe se rassemble et se concentre pour trier et intégrer les informations de base et les indices concernant cette maison. Grâce à l'enquête minutieuse et aux recherches du père Phil, tout le monde découvre les antécédents du propriétaire de la maison. La détentrice de cette propriété s'appelle Catherine. Il y a un an, soupçonnée d'avoir assassiné son propre locataire, elle a été arrêtée et condamnée par la police. Il est rapporté que Catherine a acquis cette propriété il y a près de 10 ans, vivant seule à huis clos toute l'année, ne faisant presque jamais un pas hors de chez elle. Même emprisonnée, elle refuse catégoriquement de reconnaître son crime de meurtre. À l'époque, la police s'est uniquement basée sur une série de preuves indirectes pour finalement prononcer un verdict de culpabilité à son encontre. Ensuite, l'équipe ressort la liste des visiteurs fournis par l'agente immobilière et découvre avec stupeur que toutes les victimes récemment décédées avaient toutes visité cette maison hantée et y avaient apposé leur signature, confirmant totalement l'hypothèse selon laquelle cette maison dissimulerait des forces maléfiques. Tout le monde répertorie les caractéristiques communes de tous ces meurtres. Les blessures mortelles de tous les défunts sont parfaitement identiques, tous sont morts des suites d'une perforation oculaire par un objet contondant ayant atteint le cerveau. De plus, l'intervalle entre chaque meurtre est précisément fixé à 3 jours. En se basant sur l'ordre chronologique du registre, Luc déduit avec précision que le prochain visiteur sur la liste fera face à une crise mortelle dans 3 jours. Avant d'avoir trouvé une méthode pour briser définitivement la malédiction, l'équipe ne peut qu'avertir la personne ciblée, Xiaoxin. Le père Phil retrouve immédiatement cet homme figurant sur la liste. Face à l'avertissement bienveillant du prêtre, l'homme ricane avec mépris, estimant n'avoir fait qu'une brève visite de la maison et qu'il est impossible qu'il lui arrive malheur. Le prêtre lui recommande de porter autant que possible des lunettes de protection ces jours-ci pour éviter les risques, mais cette bonne intention est considérée par l'homme comme une absurdité totale. Croyant à tort que son interlocuteur est dérangé mentalement, il part furieux et contrarié, ne prenant pas du tout cette affaire à cœur. Le soir même, alors que l'homme discute avec un bon ami à un stand de barbecue dans la rue et pense avoir miraculeusement échappé à la catastrophe, la crise mortelle s'abat silencieusement sur lui. De l'autre côté, Luc se rend spécialement à la prison pour rendre visite à la propriétaire, Catherine, et lui annonce franchement la mort tragique de plusieurs visiteurs les uns après les autres. Le monde extérieur classe tous ces décès comme des accidents, mais Luc sait pertinemment que cette série de morts hautement similaires n'est en aucun cas une coïncidence. Pourtant, Catherine se montre extrêmement froide face à cela, ne manifestant aucune anomalie, et reste obsédée par une seule chose tout du long, presser Luc de l'aider à vendre cette maison au plus vite. Luc en conclut sur le champ que cette propriétaire n'est absolument pas une personne ordinaire. Enfermée en prison, elle ne montre pas la décadence propre aux détenus, mais déborde au contraire d'une intense arrogance. À son retour, Luc et l'équipe apprennent que le 4e visiteur sur la liste a déjà été assassiné. Après avoir comparé les données des capteurs, Auguste découvre qu'à l'instant exact où chaque victime périt, le niveau d'énergie paranormale à l'intérieur de la maison atteint systématiquement un pic. Luc en déduit que l'esprit maléfique à l'œuvre est le démon d'un horloger. Ce type de démon possède des caractéristiques extrêmement fortes, il respecte scrupuleusement un horaire fixe pour perpétrer des meurtres cruels à répétition. Tout le monde parvient immédiatement à un consensus, il faut accélérer les investigations, identifier au plus vite la prochaine victime et protéger sa vie à tout prix. Mais un problème se pose à nouveau, la signature de la personne suivante est trop brouillonne et l'écriture est totalement illisible. La seule porte de sortie pour l'équipe est de pirater la messagerie privée de l'agent décédé afin de récupérer les dossiers complets des clients. Parallèlement, le père Phil fouille le passé de Catherine, découvre une vieille affaire enfouie depuis des décennies et transmet cet indice à Luc. En 1969, une fille nommée Margaret fréquentait la même école que Catherine. À cette époque, grâce à son talent exceptionnel, Margaret avait remporté la place de premier violoncelle lors d'un concours scolaire. À peine 3 jours plus tard, elle mourait dans des circonstances étranges. Ses blessures mortelles correspondent parfaitement à l'état des victimes actuelles, et la deuxième
deuxième du concours cette année-là n'était autre que Catherine. Ces deux affaires de meurtre, séparées par plusieurs décennies, sont forcément liées. Pour confirmer cette hypothèse, Luke rend à nouveau visite à Catherine et mentionne devant elle Margaret, ce nom longtemps oublié. You killed your best friend because she beat you up the first chair. I'm sure I don't know what you're talking about. I think we should talk tomorrow. Avant de tourner les talons et de partir. Pendant ce temps, Auguste réussit à pirater le mot de passe de la messagerie de l'agent décédé. Après avoir récupéré les dossiers complets des visiteurs, il s'avère que la prochaine cible verrouillée par l'esprit maléfique n'est autre que Merlin, le petit ami de Luke. Après avoir reçu le message d'Auguste, Luke demande immédiatement à Merlin de confirmer s'il s'est rendu dans cette maison hantée. Merlin répond qu'il y a effectivement fait une brève visite. La situation est urgente, Luke ramène immédiatement Merlin au quartier général et lui raconte tout sur la malédiction de la maison, les meurtres successifs et les règles de mise à mort de l'esprit maléfique. Ensuite, Luke vérifie leur fatidique avec Auguste. D'après les calculs basés sur les fluctuations des pics d'énergie de la maison, il ne reste que 4 heures avant le déclenchement de la prochaine malédiction. Cela signifie que Merlin doit rester confiné dans les bureaux tout le temps. Simultanément, l'équipe doit nettoyer de fond en comble tous les objets pointus à l'intérieur, afin d'éliminer toute arme mortelle susceptible d'être utilisée par l'esprit maléfique. À ce moment, le père Phil déduit que Catherine est très probablement le réceptacle auquel le démon horloger est attaché. Elle se sert de ses yeux pour sélectionner ses cibles de chasse, en suivant strictement l'ordre d'inscription sur la liste des visiteurs, et frappe avec précision selon un cycle fixe de 3 jours. Il suffirait de perturber artificiellement ce processus de chasse préétabli pour interférer avec les capacités de l'esprit maléfique et briser les chaînes de la malédiction. Mais Merlin reste sceptique face à tout cela. Il ne comprend pas pourquoi il serait délibérément pris pour cible alors qu'il n'a jamais eu la moindre interaction avec cette personne. Bien que plein de doutes, il se soumet d'abord sagement aux consignes et reste dans la zone de sécurité. Mais peu de temps après, Merlin profite que tout le monde soit occupé pour s'éclipser discrètement. Pour lui, il y a une expérience très importante ce jour-là, cruciale pour ses études, et il doit absolument être présent pour la réaliser. Même si Luke a insisté à maintes reprises sur le fait que sa vie était en jeu, Merlin reste catégorique et s'obstine à y aller. Luke va retrouver Catherine une fois de plus et l'interroge sévèrement sur la véritable raison pour laquelle elle massacre des innocents sans discernement et commet ces meurtres. Catherine finit par faire tomber le masque et dévoile avec un sourire son obsession tordue. Elle avoue que durant ces 10 années à vivre seule dans la vieille demeure, l'absence totale de visiteurs l'a rendue extrêmement seule. C'est pourquoi elle voulait que des personnes de tous horizons entrent dans la maison hantée pour les y retenir à jamais et organiser avec eux un grand bal animé, afin de combler le vide de sa solitude. Après avoir entendu cela, Luke renverse furieusement la chaise à côté de lui et s'en va. Cependant, en s'éloignant, un sourire se dessine sur son visage. Lorsqu'il ouvre la porte, Merlin entre sain et sauf, contre toute attente. En voyant cette scène, l'énergie spirituelle de Catherine est instantanément perturbée.